Qui choisit les doubleurs? Même au collège, je devais me cacher. Bon, ça s'entend déjà qu'on n'est pas très bon dans ce domaine. C'est quoi le salaire d'un doubleur? On va pas se reconvertir, c'est complètement éclaté ici. Salut, c'est Donald Ragnou, je suis comédien et voici ma recette. Salut Donald. Hello. Tu vas bien? Ça va, impeccable. Bon, trop content de te recevoir aujourd'hui dans la recette. Dans ce podcast, on va revenir évidemment sur ton parcours, sur ta recette, qui fait qu'aujourd'hui, tu es l'un des doubleurs français les plus célèbres, on va dire. On peut le dire. Ouais. N'ayons pas peur des mots. Comment t'es devenu Spider-Man, comment t'es devenu Titeuf, ou Daniel Atlas dans Insaisissable notamment. Mais avant, on va rembobiner un petit peu tout ça et on va partir en 1992. En 1992, tu as 10 ans, normalement, si je ne me trompe pas. Il y a une chaîne de télé qui s'appelle La 5. Ouais. Et tu vas être amené à faire des doublages pour des dessins animés. Comment on te contacte à 10 ans? Moi, je suis rentré par le chant. Ils cherchaient surtout des enfants via ma maman et Claude Lombard, qui a fait beaucoup de versions françaises de chants, notamment de La Reine des Neiges. C'est le dernier projet que j'ai fait avec elle, La Reine des Neiges 2. Ouais. Et qui cherchait des enfants pour faire des comptines, des trucs comme ça. Donc j'ai démarré avec elle via ça. Et ensuite, elle a entendu parler de directeurs artistiques pour du dialogue qui cherchaient des enfants du coup pour cette grande époque de la 5 et aussi où Disney demandait beaucoup de vrais enfants et pas des adultes qui faisaient des voix d'enfants comme Brigitte Lecordier ou Jackie Berger qui nous a quittés récemment. Donc je suis arrivé sur cette période où c'était vraiment une recherche à ce moment-là, mais clairement moi j'avais aucun plan de carrière à ce moment-là. Oui, et tu n'avais même pas conscience vraiment de ce que tu faisais, juste la récréation, quoi. Ah non, mais j'ai ce souvenir très net, c'est marrant, des fois on sait ce qu'on faisait à tel moment précis. J'ai ce souvenir de ma mère après mon premier doublage qui me dit mais du coup tu veux en refaire? Je sais très bien, je lui ai fait wow, on verra. Mais vraiment, mais... Qui l'eût cru? Ouais, mais je l'ai vraiment pas pré-shot le truc. Quelques années plus tard, à 14 ans, on te propose le rôle qui va changer ta vie, on peut le dire. Ouais. Andy dans Toy Story, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah que ouais, ça a été le game changer hein, parce que cette chance que j'ai eue comparé, j'aurais fait Sid le méchant dans Toy Story, ça aurait pas été la même chose parce que Andy démarre le film pendant 1 minute 30. Donc même tous ceux qui n'ont pas vu tout le film, ils ont forcément vu le début. Ouais. Et le début, je suis tout seul pendant 1 minute 30 à faire toutes les voix. Parce qu'il s'amuse avec ses jouets. Donc j'avais pas mué, donc si vous me reconnaissez pas, c'est normal. Mais c'est bien toi. Mais c'est bien moi. Et donc du coup, ça m'a fait une publicité monstre parce qu'avant ça, j'avais pas fait grand chose de notable. Et ça m'a mis un coup de projecteur, mais monumental. Surtout que tu pouvais pas te douter à l'époque que Toy Story allait avoir la résonance qu'il a. Si. Ah ouais? Ouais, parce que quand je l'ai vu, c'était révolutionnaire, de la 3D comme ça. Avant, on était sur de la 2D à la main par les animateurs Disney. Et là, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un truc qui était vraiment à part. Et je jouais déjà beaucoup aux jeux vidéo et j'ai fait waouh, là il se passe quelque chose, il faut absolument que j'ai ce casting. Et tu l'as eu? Et je l'ai eu. Comment? Bah, à l'époque, c'était mon meilleur ennemi, vraiment, c'était au taf, parce que dans la vie, c'était vraiment un super ami, c'était Dimitri Rougeol, et avec qui on se battait sur tous les rôles. Et lui faisait Simba dans Le Roi Lion, le petit. Ah, oui. Et donc, je voyais que Dimitri, il était en face, et je me dis, c'est mort, c'est encore lui qui va l'avoir. Et donc, du coup, je savais qu'il fallait que j'aille à la fight. Et heureusement, celui-là, je l'ai eu. Mais ouais, c'était pas gagné. Hein. Il t'en a pas voulu, ça va? Non, je crois pas, ou alors il me l'a pas dit. Je le dirai jamais. En parallèle de ça, donc entre tes 14 et 16 ans, tu vas quand même en cours jusqu'à... il me semble qu'il y a une histoire de cours par correspondance. Ouais. Comment ça se passe pour toi à l'école? Parce qu'en réalité, tu as une vie d'adulte alors que tu étais enfant, quoi. Tu taffes? Ouais, bah, j'étais au collège normal jusqu'en 4e. Et puis à la fin, ça commençait à mal se passer parce que j'ai jamais vu le cours de biologie du mercredi matin parce que je travaillais à chaque fois. Oui. Et malgré que j'ai des super notes, enfin une super moyenne générale, ils voulaient me mettre des pénalités, en gros des punitions. Et donc j'ai refusé parce que je bossais bien le reste du temps. Et puis je trouvais ça injuste parce que c'était pas pour sécher, quoi. Ouais. Et le jour de l'avant-première de Toy Story, j'ai décidé que j'arrêtais l'école et que je passais en cours par correspondance. Donc donc Toy Story, c'est vraiment une vraie valeur pour moi. Mais c'est pourquoi? C'est parce que pendant l'avant-première, tu t'es rendu compte de l'ampleur que ça avait? Non, tu t'es dit, c'était vraiment la veille d'un conseil de classe où j'étais délégué. Et que là, ils m'avaient dit qu'ils allaient me mettre des punitions. Ouais. Et le soir même, ou le lendemain, il y avait l'avant-première. Et donc j'ai dit, allez, laisse tomber, j'arrête. Je me rappelle, je suis rentré le midi, j'ai dit à ma mère, je reviens plus au collège, on arrête après les vacances Et je ne suis pas revenu. Et justement, tes parents, ils t'ont suivi dans cette décision-là? Ils voyaient que c'était exponentiel, que ça montait, qu'on n'était pas sur un truc qui stagnait, qu'il se passait quelque chose. Enfin, tu le sens dans ces cas-là quand tu vois, on fait tous les deux des vidéos, tu vois quand ça commence à prendre, ça se sent. Et là, ça se sentait que dans le métier, ça commençait à
à avancer dans le bon sens. Donc ils m'ont laissé me développer. On n'a pas dit que j'arrêtais l'école, mais je suis passé en cours par correspondance. Donc du coup, j'abandonnais pas mes études, même si concrètement, en seconde, le lycée, j'ai arrêté au bout d'une semaine, quoi. Oui, donc tu as fait cours par correspondance jusqu'à 16 ans. C'est pas compliqué, genre, d'avoir une vie sociale, des amis et tout, quand tu es juste à la maison? Bon, j'en avais pas ou peu, ou le peu que j'avais, c'était des potes au taf, mais qu'ils sont encore aujourd'hui. Hein. C'est vrai que Alexis Thomasian, Christophe Lemoine, on se voyait, c'était mes potes, parce que les autres, je les voyais pas. Et même au collège, je devais me cacher et dire que j'avais arrêté le doublage parce qu'ils étaient jaloux, qu'il se passait des choses, même s'il n'y avait pas la portée médiatique de maintenant. Je sentais comme une sorte de jalousie, donc du coup, je disais que j'en faisais plus. Donc mes potes, c'était mes potes d'enfance et du métier, ouais, effectivement. Ok. Enfin, t'imagines ce que ça aurait été si c'était aujourd'hui en 2026, ça aurait été encore pire avec les réseaux, Ah ouais, etc. non, c'était pas faisable. Mais en tout cas, dans ma ville, j'en avais quand même 2-3 des potes, mais la plupart, ils étaient au taf. Mais ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont 12 ans et qui veulent faire ce métier, et qui veulent faire du doublage avant même d'être comédien, Ah oui. et de tourner, de faire du théâtre ou de tourner des films. Ils veulent faire du doublage. Ça n'existait pas à l'époque. C'est dingue ça. On va en reparler tout à l'heure. Bon, ensuite, tu vas continuer à te professionnaliser. En 2001, tu as 19 ans. On va te proposer le rôle de Titeuf. Ouais. Titeuf qui a une voix quand même un petit peu spéciale. Tu peux nous la faire là Je suis désolé, Titeuf, il n'est pas venu aujourd'hui, c'est pas la peine de forcer. Hein. Oh, j'adore. Putain, c'est toute mon enfance en vrai, c'est dingue. Vraiment, moi, c'est génération Titeuf. Parce que Quelle année, je suis toi de 2002. Ah ouais. Donc en fait, vraiment, j'ai grandi avec Titeuf pour le coup. Ah ouais, c'est rien de dire. Ouais. C'est dingue. Et tu fais Hugo aussi. Ouais. Hugo, moins fun dans la voix, mais en tout cas, je suis content de faire les deux. Comment tu trouves cette voix? Parce qu'elle a rien de naturel pour le coup. J'avais fait une série avant qui s'appelait Rocket Power. Et pour ceux qui la connaîtraient, la série, ils pourraient se dire « Ah ouais, c'est vrai que c'était une sorte de bêta-version, comme j'aime à dire, de Titeuf. » Et je l'avais fait que là-dedans. Et donc, je l'ai fait évoluer, mais la base, c'est venu de ce que j'avais sorti sur Rocket Power et que j'ai adapté pour créer Titeuf et vraiment la singulariser et trouver un truc bien à lui. Mais la base, c'était ça. Mais je voyais rien d'autre. J'ai vraiment... Titeuf, il me parlait pas autrement et j'avais pas envie de proposer autre chose, quoi. J'avais pas envie qu'il soit dans les normes. Et donc dans ces cas-là, ils te proposent le rôle, toi tu proposes donc une voix, Ouais. et quand ils ont entendu ta proposition, ils se sont dit ah ouais ça match bien. Je crois qu'ils se sont dit oula, c'est quoi, c'est Ah ouais chelou ça. Mais je crois que Zep avait bien kiffé et que à tel point qu'il y a encore eu un deuxième round d'essai où là on n'était plus que deux. Tellement ils hésitaient parce que ça a vraiment pas fait l'unanimité au début, quoi. Mais en même temps, je peux comprendre, hein, je leur ai sorti un truc de l'espace. Et en fait, c'est ça le problème dans les animations françaises, c'est que de toute façon, pour les créateurs, les dessinateurs et vraiment ceux qui sont à la genèse de ça, il n'y a aucune voix qui ira parce qu'ils ont une voix dans la tête et qu'il n'y aura personne qui arrivera à faire cette voix dans la tête. Personne n'y arrivera. Même eux, ils ne la connaissent pas, cette voix. Ouais. Mais elle n'existe pas. Et pourtant, elle existe très clairement. Donc, à un moment, ils doivent lâcher pour dire « Ok, bon, on lâche, ça nous va, on fait ça. Ils doivent lâcher leur idée qu'ils Ouais. ont fait. » C'est très difficile. Je ne voudrais pas être à leur place, ça doit être horrible. Ouais, tu m'étonnes. Ça t'arrive encore aujourd'hui de te réveiller, de débloquer des nouvelles voix le matin ou pas du tout? Ouais, bah, en ce moment, j'ai des projets sur des séries, notamment pour Netflix, une série italienne de Zero Calcare où je fais tous les rôles de la série Oh, wow. en dessin animé. Et ça, c'est le plus grand bonheur de ma vie de comédien, c'est cette série que j'adore, vraiment. Et là, clairement, c'est pas tous les matins je me réveille. Là, c'est à chaque scène, il y a un nouveau personnage, je fais « Ah, qu'est-ce que je vais lui sortir ?» Et on trouve un truc qui se détache des autres pour que vraiment chaque voix ne se ressemble pas. Et ça, c'est un truc de fou à faire. J'adore cette série. Si je te montre ça, Donald, tu penses à quoi? Je pense que c'est grâce à ça que j'ai eu énergie. Je crois que c'est ça. Ouais, Est-ce bien que tu vu. peux nous T'as bien raconter? bossé l'interview. Ouais, t'as vu? En fait, j'avais fait une pub, donc il y a une régie publicitaire chez Énergie qui s'appelle Spot Machine, et j'avais fait une publicité comme ça, un one shot pour Coca-Cola. Et donc je fais la pub, comme j'en ai fait plein d'autres avant eux. D'ailleurs, ma première publicité, je l'ai faite chez Spot Machine, dans la régie d'énergie. Ok. J'avais 13 ans, pour Adidas, avec Patrick Florsheim qui faisait la voix de Michael Douglas et de plein d'autres, de Robin Williams, enfin voilà, Ouais. un grand du métier qui nous a quittés malheureusement. Et donc du coup, je fais cette pub pour Coca, et il se trouve qu'ils cherchaient apparemment depuis 2 ans un jeune pour aller avec Richard Darbois, le taulier du doublage et de la radio. Et ils sont tombés sur cette pub-là, ils ont demandé à Spot qui avait enregistré cette pub, et ils m'ont appelé. Et
comme tout à l'heure, je te disais que je savais ce que je faisais à un moment bien précis. Là, je savais où j'étais quand j'ai reçu le coup de fil de Fredo, le directeur T'étais antenne où, justement d'énergie. J'étais chez Dubbing Brothers, le plus grand studio de doublage français, même mondial. Ok. Et quand il m'a appelé, il m'a dit ouais, salut, c'est Fredo, je suis directeur antenne pour énergie. Je savais ce qu'il allait me dire derrière. Ah ouais. Et là, j'ai fait waouh, là c'est le coup de fil de ma vie. Ça fait 21 ans aujourd'hui. Je suis hyper reconnaissant de travailler avec eux comme ça sur plus de 2 décennies. C'est un vrai bonheur de bosser avec eux. Je kiffe cette radio. Justement, ça ressemble à quoi le planning d'une voix off sur la première radio musicale de France? En fait, on a 2 sessions à faire. Donc les locales, donc Énergie Beauvais, Énergie Biarritz, Énergie Clermont-Ferrand, où chacun a des promos bien à eux, bien spéciales pour des artisans locaux, ou alors pour une promo pour un film qui est dans certains cinémas et pas d'autres. Et donc ça représente quelques dizaines de pages par semaine, plus après le national qui parle sur toutes les antennes énergie. Et je fais ça du coup avec Richard, et on enregistre chacun les mêmes textes, mais après c'est les producteurs, Jim et Amaury et Pierre, voilà, qui eux décident de qui ils mettent quoi selon ce qu'on a sorti, ce qui rend le mieux, et surtout ce qui est le plus cool pour l'annonceur, pour qu'il soit content. Donc c'est un travail qui est extrêmement méticuleux, et il faut porter une attention particulière à chaque promo, parce qu'ils ont tous payé pour ça, donc il n'y a aucune promo que tu peux faire par-dessus la jambe. Oui, bien et sûr. je trouve même l'exercice local encore plus compliqué, parce que tu sais très bien que le mec qui est au Bricorama de Montluçon et qui est payé pour sa promo, lui, tu peux être sûr que c'est dans le bureau du directeur et dans le magasin, et que du coup, si tu fais un truc éclaté, ça remonte au directeur d'antenne locale, qui remonte au directeur d'antenne nationale, et après on m'appelle. C'est jamais arrivé, mais je fais très attention à ça. Parce que très à l'écoute, parce évidemment. que ça a une résonance encore plus. Enfin, tu te rends compte pour un annonceur qui est dans une petite ville paumée en France et qui commande ta voix en réalité sur l'une des plus grosses radios, il s'attend vraiment à une certaine qualité, tu vois. De ouf, non, c'est clair. Et des fois, je m'annonce même moi-même sur des conventions et je fais en présence et de Donald Rioux. Ça tombe bien, c'est moi-même. Je te jure que ça, je l'ai fait dans ces termes en une promo. On était morts de rire avec Pierre. Ah, c'est trop drôle. Ouais, c'était bien de briser le 4e mur comme ça, c'était trop carrément. cool. C'est trop bien. Justement, le fait que tu sois voix off chez Énergie depuis 21 ans, on le disait, il y a une certaine fidélité, donc un salaire qui tombe tous les mois. Est-ce que c'est pas ça un petit peu qui t'a sauvé les miches pendant le Covid? Mais carrément. Je me rappelle même avoir envoyé un message à mes boss à ce moment-là pour leur dire merci d'être là, quoi. Ouais. Bien sûr, mais j'en suis conscient. Depuis 20 ans, ma vie n'aurait pas été la même sans Énergie. C'est évident, je leur dois beaucoup. Parce que justement, grosso modo, alors je suppose que ça fluctue énormément, mais c'est quoi le salaire d'un doubleur? En fait, le doublage, tu es payé à la ligne. C'est-à-dire que toi, demain, tu te prends des cours de théâtre et tu te mets à faire du doublage, tu seras payé la même chose que moi à la ligne près. La différence qu'on va faire tous les deux, c'est que on t'appellera peut-être moins que moi, et moi, en cumulant, à la fin, ça fait un gros salaire. Okay. Mais sinon, si tu bosses très peu, c'est très très précaire ce métier. Donc du coup, quand le téléphone sonne, tu vis super bien, mais quand ça sonne pas, tu le vois vite venir aussi, la galère. Donc là, techniquement, pendant le Covid, tout s'est arrêté. Ouais. Les seules commandes que tu avais, c'était les commandes récurrentes chez Énergie. Ouais. Et donc, c'est ce qui te permettait de survivre clairement, à ce moment-là, quoi. Je sais pas comment j'aurais fait sinon. Donc non, c'était très très difficile, et c'est vrai que mais pour tous ceux qui sont indépendants, tous les artistes, quand t'as pas là une récurrence, c'est très difficile. Donc c'est vrai qu'on se bat toujours, pas le jour le jour, mais le mois, pour arriver à tenir le cap, quoi. Ok. Mais donc tu me disais que moi je peux être payé exactement le même montant que toi. La même chose. Alors même que tu as beaucoup plus d'années d'expérience que moi. Ouais. Et ça dépend pas non plus du rôle. Non, c'est juste que plus tu parles, plus tu es payé. Ouais. Donc tu vois, par exemple, on va prendre un Outer Banks, où moi je vais faire John B. Moi je vais être beaucoup mieux payé que toi, qui va faire les petits rôles ambiance, comme on dit. De fait. Où tu vas prendre, ça doit être 150 € brut ou 160 € brut pour une session complète. Ou moi, ça va être plusieurs centaines d'euros sur un épisode ou deux. Peut-être un petit peu plus, mais ça va pas aller chercher plus loin que ça. Mais c'est le doublage en fait qui est conventionné, que tu fasses une série pour Disney+, un téléfilm pour Arte ou tout ça, c'est au lignage. La seule chose qui change, c'est juste que tu as les droits de diffusion qui sont pas les mêmes quand c'est pour du cinéma ou pour de la télé ou pour les plateformes. Oui, d'accord. Mais donc du coup, on vit très bien.
Et personne ne s'en plaint parce que, effectivement, quand tu as un rôle principal, s'il se met à beaucoup parler dans un épisode, d'un seul coup, ça va faire un joli cachet, quoi. Ouais. Donc, vous êtes sous le régime de l'intermittence du spectacle. Tout à fait. Okay. Qui choisit les doubleurs sur les films VF? Est-ce que c'est les distributeurs, par exemple Paramount, Pathé, etc. Qui vous appelle, vous? C'est le directeur artistique qui est mandaté par le studio, qui dit, voilà, on te donne tel VF, à toi de nous sortir une VF. On te donne une VO, à toi de nous sortir une VF. Et donc c'est à lui d'être le chef d'orchestre, de faire le casting, de proposer, si la carte blanche, tous les comédiens, il n'y a plus qu'à faire le plan de travail et ensuite diriger les comédiens. Ou si c'est pas carte blanche, c'est dire tel rôle, je pense à un tel, est-ce qu'on fait des essais ou pas? Et donc tu fais 3-4 comédiens qui viennent essayer le même scène, le même rôle, et qui t'envoient à Paramount ou Pathé, comme tu dis, et qui, eux, choisissent. Par contre, sur tous les seconds rôles, les plus petits, là, généralement, il n'y a même pas de questions. Tu as carte blanche. Mais parfois, on envoie aussi tout le casting en avance et ils nous valident tout le monde et disent « Ah, lui, non, parce qu'on l'a déjà eu sur telle série. » voilà. Et puis, parfois, les plateformes nous disent « Ah, non, parce que pour nous, tel comédien, c'est tel comédien qui le double. Donc, tu es obligé de changer et tu es obligé de dire oui. » Et justement, qui vous dirige dans le studio? C'est le directeur artistique qui vous donne les... Et tu reçois tes textes en amont. Comment ça se passe vraiment une session studio? Jamais. On n'a jamais en avance. On découvre le matin ce qu'on va faire sur le moment. C'est dingue. Ouais. C'est pour ça qu'on demande... ça demande une immédiateté de jeu de fou. Et c'est pour ça que tout le monde se dit mais pourquoi c'est tout le temps les mêmes? C'est parce qu'en fait, comme on a une pression financière, en tout cas pour que ça rentre dans les cases, c'est hyper important d'être sûr que le rôle sera au niveau de ce qui est fait en VO, où eux mettent plusieurs semaines, plusieurs mois à tourner quelque chose. Vous avez des valeurs sûres, quoi, en gros. Voilà, donc tu es obligé d'aller vers des valeurs sûres pour pouvoir être sûr que ton projet tienne la route et faire venir des débutants. Comme toi, on reprend ton exemple, tu arrives dans le métier, on te donne petit rôle ambiance, et puis après, si c'est vraiment bien, plus ça va aller, quelques mois après, tu vas monter sur des petits rôles, puis moyen rôle, et après, tu arriveras sur les mêmes rôles que moi, et on sera en concurrence sur les mêmes castings. Mais c'est pour ça qu'on nous dit tout le temps, oui, il y a plein de nouveaux, pourquoi vous les mettez même? Parce qu'ils font leurs armes petit à petit pour arriver aux rôles principaux, mais tu ne peux pas démarrer dans le métier. Et là, je te mets dans le métier, tu vas pas les doubler Timothée Chalamet. Certainement pas, non, tu vois premier pas. Donc, parce que le mec, c'est un master de ce qu'il propose et que tu pourras pas le doubler. Peut-être que si tu démarres maintenant, dans 5 ans, tu vas commencer à pouvoir tenir la route pour le faire. Et dans 10 ans, oui, tu sauras le faire. C'est une progression. Mais les directeurs artistiques laissent quand même entrer des nouveaux. Bien sûr. Depuis le Covid, on est 2000 comédiens supplémentaires par rapport à avant. Donc on est tout le temps, non, on est en vase clos, c'est pas vrai. Sauf que les 2000 qui sont arrivés, ils montent petit à petit les marches. Nous, on avait de l'avance, normal, tu vois. Vous êtes combien en tout en France? Je sais pas, plusieurs milliers, mais te dire combien, je sais pas. Ok. Tu as aussi joué Andrew Garfield dans Spider-Man, The Amazing Spider-Man en 2014. Est-ce que c'était pas un petit peu ton doublage de rêve? Ah ouais, de ouf. Si, ouais, carrément. J'aurais pas pu rêver mieux. T'avais une attache particulière au héros? Ouais, dans l'inconscient collectif, tu fais Batman, Superman ou Spider-Man, c'est quand même classe, quoi. On a tous fait ça quand on était petit, donc qu'on te propose le rôle, même si ça reste que du doublage, t'es quand même dans la licence, quoi. C'est ta voix qu'on entend, donc t'es associé au personnage, c'est super gratifiant, quoi. Donc du coup, il y a eu 2 films. Le troisième n'a jamais vu le jour. Oui, il y a eu No Way Home. Pour moi, c'est mon troisième. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, justement, en parlant de No Way Home, je vais te demander, si tu veux bien, bien sûr, de me doubler non pas un Spider-Man, non pas 2, mais bien les 3 sur la scène finale de No Way Home. T'es chaud ou pas? Je suis chaud, ouais. Donc, techniquement, toi, habituellement, tu fais Andrew Garfield. Ouais. Là, sur cette scène, il y a Tom Holland, il y a Tobey Maguire. Et là, il faut que tu arrives à me faire les 3 en même temps. Mais est-ce que je te le fais Andrew Garfield normal et les autres en normal et je change pas ma voix, ou est-ce que je m'amuse? Fais-toi kiffer comme tu chantes. Je vais ruiner le truc si je me fais kiffer, ça va être drôle. Écoute, à tes risques et périls, c'est ta réputation qui est en jeu, j'ai envie de te dire. Ok. Je te laisse appuyer sur play et on t'écoute. Ok les gars, on se concentre un peu. Vous le sentez, ouais? Ouais. Allez les gars, il est là! Hey Max! Tu m'as manqué, mec! Hey MJ, attrape! Il y a un peu de petit teuf là. là. Tu sais quoi, je l'assume, je te fais le petit teuf de Tom Holland. J'adore. Et Hugo, Tobey Maguire. Allez, let's go. Max, on peut discuter 2 secondes, juste toi et moi? Regardez qui s'est pointé.
C'est mon vieil ami J'essaie de Spider-Man. te sauver, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. T'essaies pas de me sauver. Si? Non, c'est même plus toi le boss. Oh. Et ça, T'en c'est- fais pas pour moi. ça, c'est un- Je me dommage que sauverai j'ai fait tout dans- seul. C'est bon, j'ai attiré son attention, et maintenant? C'est génial! Juste pour info, le lézard est là aussi. Les gars, vous êtes là? Allô? Il faut le traitement de max. Ok, je m'en charge. Peter, le sérum pour le lézard! Ah, ok. Moi, j'ai fait l'entrée. Hop là. C'est énorme. Vite, on pourrait je vous aider. Ah mais tes gars! Wesh! Hop là! Hop, chaud. Oui, entrez. Oh! Désolé! Trop dégueu! Désolé de te le dire, mais personne ne va repartir. Oh là là! Oh la boulette! Oh yo yo yo! Aïe! J'ai beau être en matinale, j'ai mal. Première fois que je la revois depuis la C'est vrai première. Je regarde jamais ça. Ouais, tu fais pas? Non, pas. C'est vrai. Chaud. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de hurler Peter 2, Peter 2, Peter 2! Je sais, mais je croyais que c'était toi, Peter 2. Mais je suis pas Peter 2! Bon, ciao, arrêtez, écoutez, Peter. Bon, ça s'entend jeu qu'on n'est pas très bon dans ce domaine. Je sais, on est nul. J'ai jamais eu l'occasion de bosser en équipe, moi. Moi non plus. Bon, j'ai déjà été dans une équipe. Ok, j'ai pas bien te la péter, mais j'ai été dans les Avengers. Les Avengers, Ouais, c'est génial. marché. C'est quoi? Bon, vous savez pas les Avengers? C'est un boys band? T'es dans un boys band? Moi, je suis pas dans un boys band. Les Avengers, c'est les plus puissants de la Terre. Pourquoi ça va nous aider? Bon, laissez tomber. On doit se concentrer, écouter nos chances d'araignée et coordonner nos attaques, ok? Ouais, ok. Ok, je reconnais ta voix, Titeuf. Voilà. On les efface du tableau les uns après les autres. Vous avez capté, on est Peter 1, Peter 2 et Peter 3. C'est génial. Vous êtes prêts? C'est parti. Attendez. Je vous aime, Spider-Man. Ça lui va trop bien à Tom Holland, Titeuf. Ciao, merci. Bon, là, faut y aller, hein, au boulot. Ah voilà, waouh, exceptionnel. Franchement, bravo. Pas mal. T'as été bon. Permets, je bois un petit. Ah ouais, bah vas-y, fais-toi plaisir. Comment reprendre après ça? Tellement Tu te démerdes. tu m'en as mis plein la gueule là, c'était C'est exceptionnel. dur à faire les changements de voix, clac, 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 clac. Tu m'étonnes, mais Une surtout fois, quand je t'ai fait un ça... Titeuf, Hugo, bon, bref, c'est pas grave. C'est passé crème, j'ai vu que du feu. Bah tu sais quoi, je vais pas perdre l'iPad parce que je t'en ai parlé un petit peu hors antenne. Hors antenne, je me crois à la radio. Ouais, tu te moi, crois à la radio. J'ai bien vu le lapsus de la radio qui arrive. C'est les vieilles habitudes qui reviennent. Je te montre un extrait vidéo que tu as dû voir des milliers de fois et tu réagis après. Donc elle dit, avec Ah. l'intelligence artificielle, on va pouvoir, nous les Européens, résoudre une partie de nos problèmes de budget par rapport au cinéma américain. On va en plus pouvoir se doubler entièrement, nous. Et si vous voulez, la porte ouverte vers le marché américain nous a toujours été fermée par une idée absolument brillante qu'ils ont toujours eue, qui a consisté à dire, doubler nos films, ça sera bien pour nos films, et ça l'a été, et c'est bien pour nos exploitants de salles, et c'est bien pour le public, mais en revanche, nous ne pouvons pas doubler les vôtres chez nous, parce que notre public ne supporte pas que les lèvres ne soient pas exactement comme elles doivent, que le lipstick ne soit pas parfait. Cette chose-là va disparaître. Donc ça va peut-être laisser une chance d'éviter ces achats de remake et de remplacer ça par des exploitations de films. Peut-être. Mais ça aura un impact sur les comédiens de doublage. Oui, ça aura un impact sur les comédiens de doublage, bien évidemment. Les comédiens de doublage vont avoir un problème, bien sûr. Mais ça, toutes les avancées technologiques ont posé des problèmes à un certain nombre de métiers. Ça, je sais pas comment vous dire. On ne reviendra pas à la télévision noir et blanc une fois qu'on a la télévision en couleur. Alors, c'est désolant pour les doubleurs, mais il faudra qu'ils se reconvertissent dans autre chose. Mais- Voilà. On va pas se reconvertir, on parle pas de religion là. Il est sérieux. C'est-à-dire qu'il croit quoi? Que je vais faire une formation et je vais faire électricien? Enfin, on est tous comédiens, on va pas se reconvertir, c'est complètement éclaté ce qu'il dit. C'est-à-dire que l'autre fois, je suis allé voir le repas des fauves et j'ai vu Alexis Victor qui fait la voix de Bradley Cooper et aussi Ouais. Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. Et Alexis, il est comédien.
Il va pas se reconvertir. Ouais, bien sûr. Donc il va tourner plus, il va refaire plus de théâtre, mais il va pas se reconvertir. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il dit qu'en gros, on n'est pas comédien. C'est là que je Oui. trouve que c'est complètement éclaté. Et de toute façon, Vous faites un peu le même métier au final. c'est pas même pas un peu, on le fait. C'est juste Oui. que c'est une branche différente. Ouais. Et il a déjà fait du doublage, il a déjà fait des trucs comme Bien ça. sûr. Donc il le sait, la difficulté qu'il a fait son métier de comédien ce jour-là. Donc c'est complètement invraisemblable. Je le comprends toujours pas aujourd'hui. Et là où il se trompe, et bon, de toute façon on le voit, parce qu'aujourd'hui, quand il y a eu la baston entre Brad Pitt et Tom Cruise, qui était faite en IA, on comprend oui. bien que Hollywood est menacé, que le cinéma français est menacé, et qu'aujourd'hui on va pouvoir faire des films sans aucun comédien. Ça te fait peur? Bah oui, mais là où ça me fait moins peur, et je me dis que c'est là que ça va bouger, c'est que le jour où justement on va avoir un souci avec les comédiens pour tourner aux États-Unis ou en France, bah, d'un seul coup ça va se mettre à bouger. Donc du coup, comme ils commencent à flipper aussi là-bas, ça va aussi découler sur nous, sur le doublage, et je pense que ça va bouger de toute manière, quoi. Et de toute façon, vous faites en sorte, vous avez créé un collectif qui Ouais. s'appelle Touche pas à ma VF. Donc vous allez vous battre en ce sens-là, quoi qu'il en soit. Donc du coup, là, tu dirais qu'il y a du mieux et vous êtes un peu plus optimiste qu'il y a 2 ans, quand l'IA est arrivée vraiment et a Non. popé de nulle part. On n'est pas optimiste, mais en tout cas, on a avancé, on aura fait tout ce qu'il faut. On l'a vu avec Emmanuel Curtil au César, avec Jim Carrey. Ouais, C'est l'extrait est notre fou. meilleur ambassadeur. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne pourra pas se reprocher de ne pas avoir tout tenté. Donc après, on ne sait pas où on va, mais je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne. Et si, par là, malheureusement, ça ne fonctionnait pas dans 10 ans, on aura vraiment tout fait pour. Justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aimerait faire du doublage, un jeune? Est-ce qu'il faut faire des TikTok? Est-ce qu'il faut prendre des cours de théâtre? Ce serait quoi ton conseil pour devenir doubleur? Très sincèrement, je vais te dire comment le faire, mais très sincèrement, je te dirais, c'est chaud, je ne peux pas te le recommander. Ah ouais? Il y a trop de monde. Aujourd'hui, je te dis, depuis 2021, il y a 2000 comédiens supplémentaires. Avant de faire ton trou et d'arriver à bosser régulièrement, il y a clairement un gap à passer, à faire ses armes. C'est hyper compliqué. Donc du coup, aujourd'hui, arriver à faire vraiment, à devenir au-dessus de la mêlée, c'est hyper difficile. Donc Ouais. je ne peux pas te dire, viens dans le métier, ça va être facile. Parce que c'est tellement difficile, tu as toutes les chances de te casser la gueule et de ne pas trouver, d'être déçu, que je ne peux pas te le recommander. Par contre, Après, il y a des gens passionnés. si quelqu'un qui est passionné, c'est ce que j'allais dire, qui veut vraiment faire ça et qui ne pense qu'à ça, ce qui est hyper important, c'est de se donner les moyens d'y arriver. Donc si vous êtes à Paris, c'est des cours privés. Si vous êtes dans une autre grande ville de France, allez au conservatoire, faites vos armes, devenez comédien. Ouais. Et puis si vraiment ça vous brûle, montez à Paris pour essayer de faire votre métier à Paris, parce que c'est obligatoire, ça se passe là-bas. Il y a Ouais. des gens qui arrivent à bosser dans d'autres grandes villes françaises, mais ça restera des pièces de théâtre où ça va être difficile d'en vivre. Et ensuite faire une école de doublage, mais qui ne va pas apprendre à être comédien, elle va juste Oui. apprendre à être, à vaincre cette peur et cette technicité de la bande rythmo. Elle va pas t'apprendre autre chose cette semaine-là. Donc, faut pas oublier que vous êtes comédien avant tout, Exactement. avant d'être doubleur, quoi. Et bah, si t'es pas comédien, tu peux pas t'en sortir là-dedans. Ok. Est-ce que toi, ça t'arrive de recevoir des textes ou de voir des textes un peu what the fuck et où tu te dis putain, maintenant je suis obligé de jouer ça? Est-ce que même tu as déjà refusé des textes? Non, je refuse pas des textes, mais généralement, nous, on va là où le métier nous porte. Mais c'est pas... C'est assez rare de refuser des choses. Les seules fois où j'ai refusé des choses, c'était surtout pour les réseaux, pour des trucs qu'on me demandait de dire des trucs de ouf avec la voix de Titeuf. Ah oui. Que j'ai refusé. Ça m'avait arrivé avec les Cassos. Ah oui. Le Titeuf terroriste, il me l'avait proposé. Ah oui. Et j'ai dit non, mais c'est impossible. Bah oui. Et aussi, il y avait un truc un peu salace avec Spider-Man. Ouais. C'est pas C'est possible. limite, quoi. J'aurais eu des embêtements après ça. Mais malgré que j'adore ce qu'ils font, mais voilà. Après, il y en a qui imitent très bien Titeuf, donc de fait qu'ils t'imitent bien, et on pourrait penser que c'est toi. Ouais, mais bon, du moment que je sais que c'est pas moi qui l'ai fait. Tu je t'es ferai- jamais retrouvé embêté pour Non. ces raisons-là, de Non. toute façon. Quand tu vas au ciné, toi, tu regardes en VOSTFR ou en VF? Au cinéma, j'aime films. bien en VO, Ok. mais à la télé, je regarde tout en VF. Mais en fait, je te dis VO, mais je vais tellement peu au cinéma C'est maintenant. Ouais, donc ça fait longtemps que j'y vais plus, par manque de temps. Donc je consomme quand même beaucoup en VF pour découvrir des nouveaux talents, de pouvoir
avoir un avis sur des gens auxquels je pense pas forcément, me dire ah ok donc il fait ça, ok c'est cool. Donc c'est intéressant pour moi. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, enfin moi en tout cas je le remarque, à Paris, dans les salles de cinéma, il y a beaucoup plus de VO que de VF par rapport au reste de la France. Toi tu l'interprètes comment? Est-ce que c'est un snobisme parisien? Ouais, clairement. C'est clairement ça. Et dans les autres villes françaises, c'est souvent en VF. Bien sûr. Mais ouais, je sais pas pourquoi à Paris, tu as extrêmement du mal à trouver de la VF. Et à l'inverse, en province, tu as du mal à trouver de la VO. Je comprends pas pourquoi. Pas d'explication rationnelle à ça, quoi. Ouais, c'est chelou. Hein, C'est quoi? C'est pour plaire aux Parisiens qu'on leur fout plus de VO? J'ai pas l'explication à ça. C'est Vraiment, je ne comprends pas non plus. On a appris le retour de Malcolm. Tu Tout à doubles Rhys Malcolm. Est-ce que tu fais partie du projet ou pas? Bien sûr. Ok, donc tu seras là dans. Ouais, j'y serai. Ok, trop cool. Ça, c'est bien. Bon, c'est quoi là, les gros projets qui arrivent pour toi dans le futur? Les gros projets, c'est clairement la série Netflix là, où je fais tous les rôles de Zéro Calcaré, Ok. qui est vraiment incroyable. C'est saison 3 qui arrive. Ça sort quand? J'ai pas la date. Il y a eu la Prochainement. bande-annonce. Ouais, il y a eu la bande-annonce est sortie. Et puis après, il y a toutes ces séries aussi, voilà, du Netflix qui arrive, on a dit Malcolm. Il y a aussi Scrubs aussi, où je rejoins le casting. Donc, il y a pas mal de choses. Après, en cinéma, on verra ce que Andrew Garfield, Jesse Eisenberg et Paul Dano me sortiront. Mais je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais en tout cas, j'ai beaucoup à faire entre mes émissions et le doublage et puis la radio. Et la famille, compliqué. T'as Stream VF aussi sur voilà, Twitch. Ok, très bien. On a l'habitude de terminer le podcast comme ça à chaque fois. Si tu pouvais regarder la caméra ici et passer un message, dire ce que tu veux à un jeune entre 18 et 20 ans qui se cherche, qui n'a pas forcément trouvé sa voie. La parole est à toi, tu as la caméra ici. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de ne jamais rien lâcher. Et il n'y a que sur Instagram, on croit que ça arrive comme ça, du jour au lendemain, tout cuit dans le bec. C'est beaucoup de travail. Donc peu importe l'endroit où vous allez, ça vous ferez la différence par le travail et pas par le talent. Quand vous dites j'y vais comment au talent, ça marche pas beaucoup. Donc il n'y a que le travail qui compte. Trouvez votre voie et surtout ne lâchez pas. Il y a un moment, même si c'est pas là où vous pensez aller, c'est là où ça performera d'une manière ou d'une autre. Et souvent la vie est bien faite et c'est pas là où on l'attend. Mais s'il y a du travail, c'est forcément récompensé, ça n'existe pas autrement. Tu es optimiste pour la Gen Z? Ouais. Parce qu'en plus, tu as des enfants. Donc... Ouais, clairement, non, mais je suis optimiste, mais il ne faut pas non plus être flemmard. Ouais. Si ça n'existe pas sinon. Ok, donc faut bosser. Voilà, c'est le conseil. Exactement. Merci beaucoup, Donald, Avec d'être plaisir. venu. C'était trop cool. Merci à toi. Et à très vite dans la recette.